Messieurs, dames, bien le bonjour. Tout en rugby, une introduction. Voilà, les moyens techniques sont au rendez-vous aujourd'hui. C'est important de savoir quand même démarrer comme il se doit. Le troisième rendez-vous Twitch de la semaine, vous le savez. On est sur un grand chelem. C'est l'ambiance du moment. C'est 6 nations. On se régale. D'ailleurs, je vous l'annonce tout de suite pour les esprits chagrins qui diraient on s'en bat les reins. Il y aura le quart d'heure rugby à la fin de cette émission ce soir, je vous le dis tout de suite. On va parler de cette Irlande-France qui arrive à vitesse grand V samedi 15h15. On va se régaler. Petit quart d'heure rugby, voilà, c'est normal, c'est le tournoi destination, c'est du plaisir. Donc, j'espère que vous allez bien les copains, que vous êtes en grande forme. C'est le milieu de la semaine, c'est mercredi, c'est la farce tranquille. On commence tout doucement, voilà, à se dessaper un petit peu en vue du week-end. Surtout qu'aujourd'hui, on a encore de quoi se fendre la gueule. Je préfère vous le dire tout de suite, ça va bricoler. On a du Zelensky qui était chez les amis british. On a du BFM TV qui devient apparemment une chaîne pro-Pétain, désormais pro-Maréchal Pétain. On va revenir sur cette affaire. Vous avez peut-être vu l'ami Emmanuel Le Chypre. Alors, il voulait déjà vacciner de force les gens.
sûrement le signe d'un humanisme pantois. Et là, il a dit maintenant, voilà, je spoil pas, j'en dis pas plus. Vous verrez tout à l'heure, on va parler de ça. On va parler un petit peu post-colonialisme également avec le bouquin que je suis en train de lire en ce moment dans le bus. Je vais vous lire un petit extrait qui me plaît bien pour papoter un petit peu. On partage les lectures, quoi. C'est notre petit moment, on a le droit, c'est normal. Faut savoir décrocher, quoi, merde. Il n'y a pas que le smartphone dans la vie. Donc on fera ça, et ça va gentiment nous mener jusqu'à 18h. 18h, c'est la farce tranquille. Donc là encore, on votera. Est-ce que vous voulez qu'on le regarde ensemble avant que je plie les Gaules? Ou est-ce que vous n'en avez rien à foutre et vous le regardez après, on votera gentiment tout à l'heure, si vous voulez, la version Director's Cut sur la farce tranquille euh, qui sort à 18h pétante. Donc, un joli programme. Voilà, on va pas se mentir, un joli programme. Voilà, on est au rendez-vous, on est ensemble. Ça, c'est le plus important. Ça, c'est le plus important. Savoir ricaner en fin de journée, vous êtes peut-être déjà certains. Et voilà, on a un instant grognon. Breaking news, c'est Ingrid Von Horstmann que j'embrasse qui vient de prendre l'instant grognon. C'est gagné, c'est pour toi. Ça tombe, c'est magnifique. Donc voilà, c'est le programme pour finir la journée. Vous êtes peut-être déjà au boulot. Dites dans le chat si vous êtes encore au boulot, justement, que vous écoutez d'une oreillette le Juste Bistrot. Que faites-vous? Que faites-vous actuellement, au moment où vous écoutez Juste Bistrot? Si vous êtes dans des tenues plus ou moins avouables, attention, je ne veux pas savoir. On est à table, il y a des jeunes. Voilà, bave comme ça, qui travaillent. Qui télétravaillent, ça c'est important, c'est la technologie, c'est les ordinateurs, ça permet quand même de belles choses. Je goûte devant l'ordi pour Oriane 214, bon appétit comme on dit. Ça bosse pour Il y a plus de saison, encore au boulot pour Xir. Eloline on way home, qui veut dire ça rentre à la maison. 16 d'elle, je suis responsable comptable, je suis sur les bilans. Alors là, bon courage à toi, camarade, tu dois t'éclater. Toi, le fun, c'est ton truc. Je sens que c'est ton truc. On a même Kafan qui tricote. Ça, c'est important. Tricot, petit tricot de peau. Le juste tricot, naturellement. 4e jour de rando du côté de Châteaulin pour Malicorne 007. Vacances scolaires pour Kémous Cassi. Bah oui. Les doigts de pied en éventail. Il fait -8 dehors, on se régale. Lilou Truc qui nous dit: je rentre des courses brico, j'ai pas quitté mes godasses. Mais déchausse-toi, mon petit pote, c'est maintenant qu'on va se régaler. Voilà. Tout le monde fait des choses. La vaisselle pour Léa Brick 01. Manifestation pour Sepsep 66600, on embrasse le cortège bien sûr. Et Lilou Truc qui s'envoie un petit kawa derrière la cravate. Et ça fait plaisir. Esprit critique qui rentre de sa formation maçonnerie. Voilà, ça c'est bien aussi. On embrasse le BTP, on embrasse nos amis portugais de toute évidence. Donc, on va attaquer sur l'actualité aujourd'hui. C'est un petit peu le breaking news. On va alterner entre les instants papotage, les instants actu, parce que tu vois, je suis branché sur Twitter. Donc là, c'est du direct live. Je sais ce qui se passe à la seconde même dans le monde. Et on va attaquer avec Volodymyr Zelensky. Alors, vous l'avez peut-être suivi, c'est une visite à peu près surprise. Il était du côté de l'Angleterre. Allez voir nos amis british et le nouveau Premier ministre Rishi Sunak. Normalement, il va rencontrer également le nouveau roi, Charles III, Charles III, qui, voilà, ils vont faire la rencontre avec Volodymyr Zelensky. Et on va se mater un petit instant du discours parce que Volodymyr Zelensky, voilà, j'ai quand même de plus en plus de mal avec le bonhomme. Je sais pas, je sais pas si c'est la tête, le pull ou quelque chose comme ça, mais ça commence à devenir vraiment, vraiment problématique. Le rôle de ce monsieur dans le conflit actuel, un monsieur qui a toujours refusé le moindre pourparler de paix, et qui là aujourd'hui a fait vraiment une petite escroquerie intellectuelle, on va dire, aux Anglais. On va voir quand ça tombe dans le discours, petit extrait. Bretagne, vous et nous combattons pour la paix. Nous devons faire face à ceux qui cherchent à nous priver de la paix et de tout ce qui a de la valeur dans la vie. Malheureusement, c'est la nature humaine de permettre au mal de s'avancer, de se dresser face à nous. Et ensuite, le mal détruit et tue. Il brise les vies des gens. Vous et nous avons déjà combattu ensemble face à un tel mal.
Nous avons déjà fait l'expérience de la victoire face au mal, le mal qui est dans la nature humaine. Je ne dis pas qu'il n'y aura plus de guerre après la fin de cette guerre. Non, c'est impossible de complètement extraire le mal de la nature humaine. Mais il est en notre pouvoir de garantir par nos actes et nos paroles que la meilleure part de la nature humaine l'emportera. Réunis ici aujourd'hui, nous allons faire face à tous les défis. Merci de m'avoir écouté. Merci pour votre soutien. En quittant le Parlement britannique il y a 2 ans, je vous ai remercié pour le délicieux thé britannique. Et je quitterai aujourd'hui le Parlement en vous remerciant tous par avance pour les puissants avions britanniques. Voilà. Bon, un extrait du discours qui a été donné il y a vraiment quelques heures du côté de l'Angleterre par Volodymyr Zelensky. Alors, on a plein de points déjà, effectivement, qui posent problème dans cette déclaration. Déjà, quand Volodymyr Zelensky fait un parallèle, alors parle-t-il de la Seconde Guerre mondiale? Je l'espère franchement pas, parce que quand il dit que les Anglais et Ukrainiens ont combattu côte à côte pour lutter contre le mal, alors du coup, qu'est-ce que le mal? Bon, attention à pas ouvrir un livre d'histoire quand même, parce que c'est vrai que les Ukrainiens, par l'intermédiaire du Stéphane Bandera qu'on évoquait hier, les Ukrainiens n'ont pas été les plus résistants face au nazisme, qu'on soit bien d'accord. Alors que leur combat premier était contre les soviétiques. Il faut se remettre aussi en perspective dans le contexte historique. Mais on a eu l'Ukraine qui a été prise en étau effectivement par les forces nazies. On a eu des exactions terribles qui ont marqué l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, la Shoah par balle en Ukraine bien sûr. On a eu une forte collaboration en Ukraine aussi de gens qui effectivement voulaient lutter contre le communisme et les forces soviétiques. Donc attention quand même au raccourci historique qui pose quand même problème et comment dire, ce réel qui est tordu par Volodymyr Zelensky avec la fin de son discours. Merci par avance pour les avions de chasse anglais, ce qui n'a pour l'instant pas été officialisé, mais on va droit devant, une marche en avant permanente. Regardez pour les chars lourds, au départ, tous les pays des forces occidentales disaient non, mais là ce serait excessif, on va pas faire ça, sinon ça risque de créer l'escalade dans le conflit. Les pays ont envoyé des chars lourds, et là maintenant, là c'est reparti pour les avions, le débat sur les avions. Donc les Anglais sont un peu pris en traître par Zelensky qui officialise ça, et je pense que les Français devraient suivre, tout comme les Allemands, potentiellement les Américains. Donc l'escalade continue à bas bruit, mais l'escalade continue quand même. Je regarde un petit peu le chat pour papoter. Alors merci à Subskills qui vient de subprime, 5e mois, merci beaucoup. Il y a Anarchist qui dit yes, la chaîne du tacle qui ne propose jamais de solution, j'adore. Bah, il y a une solution qui me semble assez évidente. Alors, on risque de passer pour un hurluberlu. Cette solution s'appelle la paix. C'est-à-dire que les gens se mettent autour de la table des négociations pour imaginer une issue la plus rapide possible, que l'OTAN cesse sa politique impérialiste qui fait le jeu seulement des Américains en allant proposer aux Ukrainiens de se faire trouer la peau à leur place. Et à partir de là, on aura de grandes avancées où, j'espère, on pourra épargner le plus de vies possible, civiles comme militaires. Donc ma solution serait celle-là. Voilà. C'est-à-dire on cesse le conflit, les Occidentaux arrêtent d'envoyer des armes en espérant faire la paix, parce que c'est orwellien, on est dans un langage orwellien de gens qui donnent des armes en disant bah déjà allez vous faire tuer à notre place, parce que nous on voudrait pas trop être belligérants, parce que tu comprends, si la Russie nous tape dessus, on est mal barré. Mais bon, on va vous donner ce qu'il faut, les chars, les armes, les avions et compagnie. Par contre, c'est vous qui vous faites buter. On est d'accord, on fait 50-50. C'est un peu le mec, tu l'invites à la soirée, tu le rinces. Toi, tu as préparé champagne, foie gras, le gars ramène des gobelets. Tu vois. Tu as quand même envie de lui éclater de la gueule sur le guéridon. Donc là, c'est un petit peu pareil. Donc, pour faire une petite vanne dans un contexte pas très lourd, pas très drôle. Donc, il faut quand même être très sérieux là-dessus, que l'issue, elle est très simple. L'issue ne sera jamais un envahissement de la Russie par l'Ukraine. La Russie ne se couchera jamais, qu'on soit bien d'accord.
Après, de là à dire que dans l'autre sens, la Russie va envahir l'Europe, ce qui était quand même ce que beaucoup de journalistes nous disaient au départ. Il faut s'en rappeler, hein. Dans cette logique de création de la peur, on avait beaucoup de journalistes qui disaient attention, l'Ukraine est le premier rempart. Si l'Ukraine tombe, bientôt l'Allemagne, bientôt Paris. Tu vois. J'espère sincèrement avoir raison quand je vous dis ça, que c'est pas dans les intentions russes, mais vraiment, il me semble pas du tout. La géopolitique depuis 40 ans ne va pas dans ce sens-là. Et en revanche, la politique impérialiste américaine par le biais de l'OTAN, l'OTAN qui est créée en 1949 avec l'intention de lutter contre les soviétiques. Derrière, les soviétiques vont s'organiser avec le pacte de Varsovie qui suit à peu près la même idée d'une collaboration militaire avec les pays de l'URSS. Et déjà, on a une création de deux blocs. Ce qui se passe aujourd'hui, alors, à mon niveau, attention, après ça mérite débat avec des esprits plus éclairés, mais à mon niveau, on a juste deux blocs qui continuent de se confronter sur un terrain de jeu qui est l'Europe, et l'Europe qui plus que jamais est inféodée aux États-Unis. Regardez le comportement, et d'ailleurs ça va même un petit peu plus loin que ça. On a l'Allemagne qui, forcément depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis la mise en place du plan Marshall, est entrée dans un système féodal vis-à-vis des États-Unis. Il suffit de voir la gestion qui a été faite au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la séparation de Berlin, par exemple, le mur de Berlin. On a une mainmise américaine qui est assez claire euh, et qui démontre que l'Allemagne était placée dans un rôle à la fois pour limiter le risque offensif, mais aussi pour la placer sous le joug américain. Et le comportement aujourd'hui d'Olaf Scholz ne change pas véritablement grand-chose. Alors, depuis, il y a eu l'Union européenne, depuis, il y a l'amitié franco-allemande. Mais l'amitié franco-allemande, si vous voulez, c'est comme penser que je suis crédible en pole dance. Si tu veux. Personne n'y a jamais cru, ça ne changera jamais. Et c'est pareil. Le couple franco-allemand n'existe pas. Qui a pesé contre les intérêts français au moment de l'affaire AUKUS? Vous savez, les Australiens ont rompu le contrat d'achat de sous-marins nucléaires qui était initialement signé avec la France. Beaucoup de médias avaient révélé à ce moment-là que l'Allemagne avait pesé, surtout des médias internationaux, avaient dit que l'Allemagne avait pesé pour briser ce contrat, un contrat qui derrière a été récupéré par les Américains. Donc ça n'a absolument rien changé. Et on voit que, enfin, c'est un peu comme quand vous levez le rideau au théâtre, c'est que là, on voit la machinerie, on voit ce qui permet de changer les décors, de mettre des nouveaux décors, on voit les acteurs qui changent de costume, et là, on est en plein dedans. Donc, arrêtons de croire que l'Ukraine est là où se joue la liberté du monde. Ça n'est pas vrai, ça n'est pas vrai, ça n'a jamais été vrai. Ce même chantage à la liberté était celui qui avait été proposé au moment de l'Afghanistan, au moment de la guerre en Irak, au moment de la Yougoslavie, et ça a toujours été pareil. Les Américains interviennent, récupèrent ce qu'il y a à récupérer, défendent leurs intérêts au maximum, et ensuite s'en vont. Regarder la situation de l'Afghanistan. Je pense sincèrement et à regret que si une issue de paix n'est pas trouvée dans le meilleur délai, l'Ukraine finira comme l'Afghanistan. Abandonnée des forces occidentales, soumise plus qu'avant à la corruption, parce que là encore, le pédigré de Zelensky, on peut le rappeler, on a fait une vidéo sur Juste Mis à ce sujet. Zelensky est un acteur corrompu, dont le nom a été cité dans l'affaire des Pandora Papers, qui a de lourdes casseroles aux fesses, et qui aujourd'hui est présenté comme le nouveau Churchill. Ça n'est pas sérieux, ça n'est pas sérieux. Donc on a une théâtralisation du conflit qui pose problème dans la mesure où elle n'a même pas le mérite d'être originale. C'est au départ de l'invasion de l'Irak, Irak-Afghanistan, c'est l'ami Colin Powell qui débarque à la tribune de l'ONU pour dire nous avons la preuve de la détention d'armes chimiques, ce qui n'a jamais été vrai. Ce sont toutes ces pratiques-là, toutes ces pratiques géopolitiques des États-Unis qui sont connues. Et comment peut-on encore aujourd'hui, à part volontairement, croire en ce qui se passe? Je veux dire, j'ai une pile de livres à côté de moi, parce que je vais vous en parler là, mais celui-là, je pourrais vous le lire. Je devrais vous lire des parties à chaque jour, tu vois. C'est pas très très long, mais je vais vous lire sur le sommaire. Donc, ce sont toutes les archives en fait de la CIA qui ont été déclassifiées au début des années 2010, parce qu'il y a une obligation aux États-Unis, hein. Ils ont une politique sur les archives qui est beaucoup plus transparente qu'en France. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, les archives sont déclassées obligatoirement, je crois, 50 ou 60 ans après, quelque chose comme ça.
avec une politique vraiment très drastique. C'est-à-dire que quand une archive doit être déclassifiée, elle est déclassifiée. Rares sont les petites entorses au règlement. Récemment, sur les archives liées à l'affaire Kennedy, Joe Biden a maintenu quelques rares éléments secrets, mais la politique, par exemple, de déclassification des archives aux États-Unis est beaucoup plus stricte et beaucoup plus respectueuse qu'en France, où en France, Nicolas Sarkozy puis Emmanuel Macron ont retouché à ces politiques-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, certaines données, par exemple, sur tout ce qui touche à la collaboration, les archives sont quasiment inaccessibles pour les plus sensibles. Donc ce qui est franchement problématique. Alors, on a des points de chaîne qui ont été activés, on a un instant grognon, voilà, c'est cadeau. Après je vous lis le sommaire et je vous redonne le titre, vous inquiétez pas. Et on a la pub. On a la pub, paraît-il. Donc je mets 30 secondes de pub. De toute façon, personne là, paraît-il. C'est pas bien grave. Ce livre s'appelle Le Livre Noir de la CIA, écrit par Yvonique de Noël. Vous trouvez ça en poche chez Chronos. Et je vais vous lire le sommaire pour vous mettre l'eau à la bouche. Donc c'est un travail qui a été mené, hein, c'est un livre traduit notamment. Un travail qui a été mené par des gens qui ont mis le pif, hein, dans des centaines de milliers de pages d'archives pour voir un petit peu... comment dire, dans quoi la CIA était-elle intervenue. Tu vois, je vais te lire le titre des 5 premiers chapitres. Hein. Quand la CIA a aidé la mafia corse à créer la French Connection, quand l'Amérique protégeait des criminels de guerre nazis, quand la CIA renversait le gouvernement iranien en 1953, quand la CIA protégeait les éleveurs de bananes au Guatemala, quand la CIA recolonisait le Congo. Je devrais vous lire un chapitre par jour, en fait. Parce que c'est terrible. J'avais commencé à le lire pendant mes vacances à Barcelone. Ah, je me suis dit, tiens... je suis... Ah oui, non, c'était cocasse. Hein. Un livre formidable. Donc, et là, je vous en ai lu 5. Hein. Il y en a, les chapitres, il y en a quasiment 40. Hein. 28, pardon, 28. Donc, soyons sérieux, quoi. À part à adopter la posture d'un Bernard-Henri Lévy qui a toujours été du même côté du manche, à part, c'est-à-dire nier volontairement ce qui se passe, à part nier volontairement l'histoire, à la fois l'histoire tout court, l'histoire aussi géopolitique, politique, économique, internationale tout simplement, on ne peut, à mon sens, on ne peut pas être dupe face à ce qui se passe. Je suis pas en train de vous dire que c'est n'importe quoi et qu'en fait c'est Disneyland en Ukraine. Le véritable problème, c'est que pendant que nous on disserte, des gens meurent. Quel que soit le camp, c'est toujours un de trop. Donc aujourd'hui, on assiste à cette théâtralisation d'un conflit dont la mécanique est connue, a déjà été éprouvée, et on a un personnage qui est mis au premier plan, parce qu'on vient de là au départ, ce virage a été un peu long, mais on vient de là. On a un Volodymyr Zelensky qui est mis au premier plan et qui, allez, je me mouille, hein, je le dis. Hein, si jamais il y a un journaliste de l'Express dans le coin, bon bah, désolé. Hein. Ce monsieur-là me semble dangereux. Ce monsieur-là me semble extrêmement dangereux. Il est mis au premier plan comme un défenseur des libertés internationales. Rappelons quand même que l'une de ses premières actions, une fois au pouvoir après le déclenchement de la guerre, a été d'épurer son gouvernement sous couvert de lutte contre la corruption. Alors venant de lui, lol. C'est comme Gérald Darmanin, si vous voulez, qui voudrait faire la lutte aux agressions sexuelles ou aux abus de pouvoir et de position dominante. Tu vois. Lol. Donc Zelensky qui fait ça, les médias qui reprennent sans la moindre once d'esprit critique, je me marre, tu vois, il y a de quoi se fendre la gueule. Donc il a épuré son gouvernement, ce qui lui a permis d'épurer aussi des partis d'opposition, de mettre sous le couvercle des partis d'opposition. Enfin, il faut se rappeler quand même que pendant la campagne présidentielle qui a eu lieu en Ukraine et qui a permis à Volodymyr Zelensky d'arriver au pouvoir, ce monsieur a eu l'appui d'un oligarque qui s'appelle Kolomoïski, qui était le propriétaire de plusieurs chaînes de TV, dont une qui, quelques jours avant le deuxième tour, a diffusé plusieurs heures de contenu ou de spectacle de Volodymyr Zelensky. Parce qu'il y avait une loi, vous ne pouvez pas diffuser des contenus politiques, des débats politiques ou quoi. Il y a un temps de neutralité, comme en France. La chaîne avait partagé des spectacles de Zelensky pour qu'il occupe l'antenne. Kolomoïski, qui est un oligarque, qui a été nommé dans des affaires assez terribles. Enfin, rien ne va depuis le début. Rien ne va depuis le début. Et aujourd'hui, utiliser Volodymyr Zelensky, l'ériger comme la marionnette utile de la liberté mondialiste,
c'est un véritable danger parce que les armes qu'il reçoit, déjà la chaîne américaine CBS avait révélé il y a 5-6 mois que seuls 30% des armes arrivent à bon port. Donc on est en train d'inonder en plus le marché noir avec ces armes. Après, c'est la chaîne CBS américaine, hein, c'est vrai, c'est pas vrai, vous voyez ça avec eux. Mais demain, admettons, j'espère me planter, mais demain, euh, l'Ukraine se retourne contre la Pologne, la Hongrie ou d'autres pays limitrophes. Comment on fait? Avec la puissance de feu qu'ils ont aujourd'hui, il faut se méfier. Alors, disons que le rôle de certains missionnaires otaniens dans les rangs ukrainiens devrait limiter un peu les volontés belliqueuses de l'Ukraine. Mais il faut être conscient de ça. Ça ne s'arrêtera jamais. L'Ukraine a demandé des chars pour défendre la liberté, on a donné des chars, maintenant ce sont des avions. Là encore, je pense franchement me planter, mais attention à ce que ça n'aille pas jusqu'à l'arme nucléaire. Parce que il faudra mettre le haut là à un moment donné. Et si on ne le met pas avant cette demande-là, j'ai un peu les fesses qui font bravo. Donc, affaire à suivre là-dessus. Merci à Oboro Boxif qui vient de se prime 5e mois. Merci beaucoup. Je lis un peu les commentaires du chat. Je remonte un petit peu pour avoir l'avis de tout le monde. Romain83R qui dit: Je ne sais pas s'il est vraiment dangereux ou si c'est juste une marionnette. Monsieur Locke, je pense pas que la liberté soit défendue par le bataillon Azov ou le bataillon Kraken. Nicoul 11, en même temps, je dirais que les gouvernements n'ont que la guerre pour limiter les populations qui s'accroissent. C'est vrai, c'est la phrase de Marinetti, un philosophe italien. La guerre est l'hygiène de l'homme. Petite citation. Celle-là, tu pourras impressionner ta tata avec. On a Mister Lapadite qui dit: l'utilisation de grenades chimiques avec leurs drones, personne n'en parle non plus. Absolument. Folkloche qui dit: j'ai malheureusement vu une maison avec un drapeau ukrainien avec les symboles des bataillons Azov. Soit ils ne se cachent plus, soit les gens sont vraiment trop cons. Denladesh, le monde depuis les Gilets jaunes me rend dingue. J'ai l'impression que tout est à l'envers. Et Soldona qui dit: je me demande si Zelensky n'est pas physiquement tout le temps en Europe pour se déplacer si facilement. Il y a aussi une question, effectivement, il y avait un bruit là-dessus. VG qui dit: c'est exactement le problème qu'ont eu les États-Unis avec Ben Laden. Ils l'ont armé pour combattre les communistes de l'URSS, qui a fini par utiliser les armes contre eux. Absolument, très intéressant, effectivement, dans les années 80, en pleine guerre froide, par l'intermédiaire des services secrets américains, justement, qui avaient conjointement travaillé avec les talibans, en armant les talibans pour ralentir au maximum la progression soviétique à ce moment-là, en sachant très bien que l'Afghanistan a toujours été, mais à travers les siècles, hein, c'est pas depuis avant-hier, hein, a toujours été un point géostratégique majeur. Les Américains ont armé les talibans, déjà guidés par Oussama Ben Laden, qui est lui-même issu de la famille Ben Laden, richissime famille d'Arabie Saoudite, du royaume wahhabite d'Arabie Saoudite. Et, euh, et le 11 septembre, beaucoup, en tout cas après le 11 septembre, beaucoup y ont vu un lien où les armes américaines s'étaient retournées contre eux, d'une certaine manière. Donc effectivement, on l'espère pas, mais attention à ce qu'il n'y ait pas un peu le même retour de bâton là-dessus. Esprit critique qui dit: Charles Gave dit que l'Ukraine revend les armes qu'on leur donne. Lilou Truck, je trouve de plus en plus gênant ces injonctions à lui livrer du matériel militaire, je ne sais plus quoi penser. Adrien au soleil, tout le monde semble avoir oublié que l'Ukraine était avant le début du conflit le pays d'Europe le plus corrompu, trafic d'organes, trafic d'enfants aussi, hein. Rappelons quand même que l'Ukraine, je crois que j'avais vu un reportage justement qui était assez sidérant. Alors là encore, Carl Zero, on n'a pas décidément, je le fais une pub zinzin, mais voilà, par exemple, regardez, on va regarder un reportage de l'AFP. L'AFP, hein, qui dure 2 minutes 32, sur cette question, hein, pour nous éclairer. C'était il y a 2 ans, 30 juin 2020, donc avant le déclenchement du conflit. Voilà ce que nous disait l'AFP. Yuri Hadon. Лена, а как все прошло наверху? Нормально? Да, все хорошо.
Много таких скандальных историй, когда и была эксплуатация женщин, и были такие проблемы, когда генетическая связь не подтверждалась после рождения. Это как раз вот те кейсы, которые характеризуют Украину, как, ну, как бы ту как бы юрисдикцию, где нужно все проверять. Я вам могу показать пока договора, например, там что показывают. То есть это помощь, посмотреть договор, например, оценить там риски, да, или конфликтная ситуация. У нас обычно так вот, есть очень много разных договоров. Вот сейчас, например, вот к нам обращаются, как открыть агентство, да, то есть какие-то документы, потому что часто мы слышим про истории, когда суррогатная матерь не выплачивает из суммы, которую обещали. А еще более сложная ситуация, когда возникают какие-то осложнения при беременности после родов, и их не хотят компенсировать, или клиника. Voilà, donc ce reportage hein, qui explique un peu le, voilà, la merde, j'ai mis instant grognon, tu vois, ça n'a rien à voir, alors que j'étais pas grognon, mais oh, tu vois, c'est fou, hein, le hasard de la technologie, ouais, j'avais pas recliqué, en fait, c'est de ma faute. Ce reportage hein, qui explique un peu, voilà, l'un des autres paramètres de l'histoire où, effectivement, l'Ukraine est considérée depuis quelques années comme une usine à bébés, soyons clairs, une usine à bébés avec une légalisation claire de la GPA, de ces pratiques-là, et qui est aussi un haut lieu du trafic d'enfants. Au lieu du trafic d'enfants, ce qui a été un des gros problèmes au moment de l'exode massif qui a eu lieu en Ukraine au début du conflit, c'est qu'il y avait la question de savoir où allaient les enfants, comment étaient-ils traités dans cette affaire-là. Carl Zero, une fois de plus, dans l'envers des affaires. J'espère qu'un jour, j'aurai un panier garni en récompense, parce que j'ai fait une pub folle. A mené une enquête, c'est dans le numéro, c'est pas le dernier, c'est peut-être l'avant-dernier ou l'avant-avant-dernier, l'antépénultième, si jamais, qui avait mené une enquête là-dessus en travaillant avec un journaliste qui avait travaillé justement avec des ONG et tout ça, et qui avait expliqué que, de manière assez claire, alors c'est le reportage, hein, après je vous le cite, hein, que des pédophiles notoires de pays limitrophes s'étaient rendus en Ukraine pour enlever des enfants. Parce que justement, il y avait un encadrement qui était plus que problématique, et notamment dans ces usines à bébés, malheureusement, où des enfants, où les parents qui avaient acheté des enfants n'étaient pas venus les récupérer. Donc on est voilà, sur des détails assez sordides, mais qui entrent en ligne de compte dans le contexte actuel, quoi. Qui viennent entrer en ligne de compte sur ces éléments-là que malheureusement on ne rappelle pas vraiment, ou on se contente de mettre en avant le nouveau Churchill que serait Volodymyr Zelensky, alors que derrière on a une réalité qui est quand même bien moins reluisante sur ce qu'était l'Ukraine avant le conflit, et que bon nombre de médias qui aujourd'hui dénoncent tout ce qui se passe, et disent la liberté et tout ça, bon nombre de médias qui citaient avant sans trembler du museau. Le Monde, par exemple, avait fait des papiers sur Zelensky. En fait, j'avais fait une vidéo hein, là-dessus. Hein. Presque, il faudrait que je vous la rediffuse. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Je vous mets le lien dans le chat si vous voulez vous la garder pour tout à l'heure. Mais voilà, on avait fait une... Ah, putain, j'avais une coupe, c'est terrible. On dirait un con, en fait. J'aime bien, ça n'a pas beaucoup changé. Mais... Je vous mets le lien. Hein. Le lien de la vidéo dans le chat si vous voulez vous la regarder après. Où en fait, j'explique tout ça. Hein, donc... pas non plus paradoté non plus, pas déconner. Donc voilà un petit peu pour Volodymyr Zelensky, qui d'ailleurs, et pour conclure là-dessus, devrait être à Paris ce soir. BFM TV a sorti l'info. Apparemment, il devrait continuer son petit tour d'Europe du côté de Paris. Alors, on verra, hein, j'espère, là encore, dire des conneries. Mais je sais pas pourquoi, mais je piffe que... Emmanuel Macron annonce aussi l'envoi d'avions de chasse français en soutien à l'Ukraine. J'espère franchement me planter, mais je vous avoue que ça me fait un petit peu peur, cette affaire. Donc voilà, affaire à suivre. Le petit tour, hein, la tournée des zéniths de Volodymyr Zelensky. On verra un petit peu ce qu'il en ressort. On en reparlera demain, parce qu'on est là tous les jours. Complètement fou. Alors, sans transition, enfin si, avec un peu de transition quand même, parce que c'est vrai que bon, ça, on en avait déjà parlé, hein. L'aspect aussi néo-nazi hein, des forces armées ukrainiennes aujourd'hui, dont plusieurs bataillons se revendiquent ouvertement des valeurs néo-nazies, notamment il y a le bataillon Azov, bataillon Kraken également, jusqu'à reprendre les insignes quand même. Donc on est sur quelque chose d'assez clair, on en a déjà parlé. Ceux qui le veulent dans le chat, on en reparle.
Mais bon, ça là-dessus, on en avait déjà pas mal parlé. Donc, il est très intéressant sur le plan idéologique, même de certains de nos médias, de voir cette capacité à relativiser la lutte contre le nazisme qui occupe les antennes et les esprits depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire depuis 70 ans, c'est le fameux Plus jamais ça, hein, où chaque année, à l'anniversaire de la Shoah, on diffuse des documentaires à l'appel des documentaires qui ont été tournés dans les camps de concentration et les camps d'extermination, pour entretenir un devoir de mémoire de manière effectivement massive. Alors, c'est un autre débat, on est d'accord, on n'est pas d'accord, hein, c'est pas sur ce sujet-là, mais je trouve ça quand même très intéressant, pour le coup, après cette capacité des médias à, à relativiser quand ces éléments-là, de une, on voit qu'ils n'ont pas complètement disparu. C'est pour ça d'ailleurs que le devoir de mémoire était nécessaire et que en plus on les encourage. Il faut quand même le reconnaître. Aujourd'hui, l'Occident, en tout cas les pays qui ont envoyé des armes, ont potentiellement envoyé des armes à un régiment qui se revendique des valeurs néo-nazis. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Je ne dis pas qu'il faudrait pour autant abandonner l'Ukraine face à Vladimir Poutine, mais une fois de plus, le manichéisme qui s'empare du discours médiatique en disant le méchant c'est Poutine, les gentils c'est l'Ukraine, ça n'existe pas. Et au bout d'un moment, on risque d'être un petit peu dur. Seuls les esprits fragiles et ou volontairement aveugles et ou lâches l'acceptent. Mais je pense quand même qu'un minimum de réflexion s'impose et que on peut tout à fait condamner ce qui se passe et prier pour que tout cela se règle le plus vite possible, pour un camp comme pour l'autre, hein, pas de problème. Mais quand on vient expliquer que tout cela, la nécessité de défendre l'Ukraine, c'est en fait défendre le bien contre le mal, pas sûr, quoi. Pas sûr. Ça rappelle quand même le discours de George Bush au lendemain du 11 septembre, qui dit que désormais le sujet, c'était la réalité, c'était une guerre entre le bien et le mal. Enfin, on est dans Star Wars, quoi. On est dans Star Wars. Donc, je crois qu'il faut vraiment faire attention sur ça. Et cette relativisation, tu vois, toute une transition pour en arriver là, en fait. Cette relativisation au nazisme et à Vichy, hein, spécialité française, alors que Éric Zemmour, hein, entre autres, est poursuivi depuis 10-15 ans pour ses propos sur le maréchal Pétain, qui ont fait de lui l'un des antisémites médiatiques les plus reconnus. Alors, en tant que juif, mais après, bon, bref, arrête, c'est pas le sujet. La relativisation, on a eu la relativisation néo-nazie, maintenant, la relativisation Pétain, maréchal Pétain, avec une séquence quand même, celle-là, elle est très belle. Je vous la diffuse, on en papote après. Alors, on voulait revenir aussi sur une séquence sur BFM TV hier soir qui a fait énormément réagir. Oui, justement, c'était face à Philippe Martinez. C'est Emmanuel Le Chypre, qu'on connaît bien, qui, pour expliquer la réforme des retraites, cite un texte de 1941. Regardez. Moi, je vous lis quand même ce qu'il y a écrit dans la loi du 14 mars 1941, la loi sur la répartition, sur l'équilibre démographique. 1941. J'étais pas né, moi. C'est pas grave, c'est quand même la loi qui fonde la répartition. Alors, 41. Lorsque le nombre des retraités croît avec l'élévation de l'âge moyen de la population, le service massif des pensions impose un fardeau insupportable aux éléments productifs. C'est-à-dire qu'on se posait la question déjà de se dire 41. Ouais, je comprends. Oui. La loi du 14 mars 41. 1941. Oui. Je pense que la France n'était pas dans son meilleur état. Mais vous avez le droit de prendre des références de Vichy, hein, mais c'est un peu oui, parce que compliqué. 41, là, Emmanuel. Tout ça pour dire que Dites-le, mais je tenais à faire non, cette ce que je voulais dire, précision. c'est que je vérifierai. Alors, de deux choses l'une, avant que notre secrétaire de direction à l'antenne réponde. De deux choses l'une, il y a deux possibilités. Donc Emmanuel Le Chypre, on résume, utilise une loi votée sous 1941 pour parler de la réforme des retraites et pour plus ou moins la défendre. Alors, j'y reviendrai parce qu'il y a Kong Bienso qui dit quelque chose de très intéressant dans le chat, qui dit honnêtement, la disqualification par association à Pétain sur ce point est injuste. Toutes les décisions de l'époque ne sont pas abominables et heureusement, absolument d'accord, 1000 fois d'accord avec toi. Et c'est précisément sur ce point que je veux revenir. Je finis juste la petite séquence, mais merci à toi de ton attention. Tu es un véritable renard des surfaces. Donc l'ami Emmanuel Le Chypre, qui est quand même celui, rappelons-le, hein, qui avait appelé à faire vacciner de force les non-vaccinés, qu'on leur envoie la police chez eux pour les amener à se faire vacciner de force. Donc, je veux bien une erreur une fois, là, ça commence à confiner à quelque chose de plus ou moins suspect. Donc, il y a deux possibilités. Soit
effectivement, le gars, bon, est un abruti complet, disons-le. C'est-à-dire que 1941, il n'a pas percuté, on va dire, la fragilité de son discours, sans, voilà. Soit il l'a capté et ça ne le dérange pas, parce que bon, quand on est à vouloir faire vacciner de force les gens, contre tu sais, oh merde, je perds mes mots, tu sais, les fameux accords sur la médecine qui ont été signés justement après la guerre. C'est les accords de Nuremberg, non? La charte de Nuremberg, non? Attention que je dise pas de bêtises. Dans le chat, il y en a qui vont me corriger sur le champ, je vous en supplie. La fameuse charte pour interdire justement les tests médicaux, c'est ça, hein. Charte de Nuremberg, voilà, merci. Tu veux, quand on est à vouloir faire vacciner de force les gens contre leur gré, t'es plus à ça près en termes de référence à la Seconde Guerre mondiale. Mais clou du spectacle, quand même, c'est que donc, quelques heures après les propos qui ont été tenus ce matin, hein, le 8 février, tu as des collègues de Emmanuel Le Chypre. Bon, c'est vrai qu'il ressemble quand même beaucoup à un facochère. Enfin, je peux me permettre, hein, je suis gras comme un loukoum, donc hein, je peux me permettre de dire qu'il est vraiment gros et qu'il est con. Ça fait gros con. Celle-là, elle est pour toi. Je sais que ça me fait rire. Je sais que t'as bien la vanne. Oui. Et donc, le mec, enfin, pardon, ses collègues de BFM TV. Et là, le mec, non, c'est long. Ses collègues de BFM TV vont débarquer pour fact-checker leurs propres potes. Donc on est en plus, une fois de plus, tu vois, sur un élixir de conneries médiatiques comme on a depuis un paquet d'années, mais qu'on voit un petit peu moins, c'est que les gars créent des polémiques, souvent fausses, et les débunkent eux-mêmes, pour se trouver du boulot, en fait, si tu veux. C'est-à-dire, c'est une prostituée qui se payerait elle-même pour faire un chiffre d'affaires. Enfin, c'est assez lamentable, et voilà ce qui se passe derrière. Bon, évidemment, 1941, c'est en plein régime de Vichy. Mais historiquement, ce que dit Emmanuel est vrai. Pas question de défendre ou pas la réforme d'aujourd'hui, hein. Oui. Je vous donne, moi, des faits historiques. Et les prémices de la retraite par répartition. Bah oui, attends. Au bout d'un moment. Alors ok, il a dit Heil Hitler. Bon. Qui date Mais bien. il est végétarien, comme Hitler. Et être végétarien, je suis désolé, c'est bien. Donc on a le droit. Au bout d'un moment, voilà. Bon, et il vante les mérites d'une loi votée sous Vichy. Mais les pastilles Vichy, c'est bon pour la digestion. Alors arrêtez de nous casser les couilles. Au bout d'un moment, voilà, ça c'est la ligne BFM TV. Alors, pour être sérieux, 3 minutes, et je reprends sur ce que disait l'ami Kong Bietso, avec qui je suis tout à fait d'accord, c'est que, bien sûr que ça embête, mais c'est comme ça, mais c'est tout le problème d'ailleurs de ces propres médias qui ont eux-mêmes installé cette ambiance où les gens étaient des débiles, c'est-à-dire que qui ont installé ce regard débile sur l'histoire, pardon, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que Vichy c'est méchant, donc tout ce que fait Vichy c'est méchant. Par contre, il faudrait annuler la fête des mères, par exemple, qui a été instaurée sous Vichy. Je vais auto-vérifier parce qu'il me semble que c'est ça, et ça fait débat chaque année. Oui, c'est ça. Ça a été inscrit au calendrier, voilà, c'est ça. Et c'est pas le créateur, mais ça a été inscrit au calendrier. La fête des mères a été inscrite au calendrier par Vichy, donc par le régime de Vichy. Donc au bout d'un moment, ces mêmes médias, si vous voulez, quand tu arrives et que tu dis oui, mais le maréchal Pétain a potentiellement aidé à sauver la France en 14-18. Ah ouais, en fait, vous êtes pro-Pétain, donc vous êtes une merde. Tu vois. Donc eux-mêmes ont instauré ce regard bête et manichéen sur l'actualité. Et par contre, quand ils se font prendre la main dans le sac du procès qu'on pourrait leur intenter en disant « Oula, attendez, lui, il a cité Vichy, donc il est pro-Vichy, donc il est pro-hitlérien, donc il a mangé sa grand-mère. » Ben en fait, non. Là, ils te disent « Non, mais il faut de la nuance. C'est pas pareil. » tu vois. Et quand tu dis ça en temps normal, on te dit « Ah oui, mais t'es un salaud. » Hein. Non, mais c'est pas évident. Merci à Jabala Kilal, Balal Kilal, qui vient de subprime le 8e mois. Merci beaucoup, cher ami. Donc, si je souligne ça, alors, là encore, hein, on est clair. Tu vois, je me lâche de plus en plus sur Twitch. Je suis assez au clair sur le fait que je trouve qu'Emmanuel Le Chypre a eu des positions ordurières. Je trouve que ce mec est... je trouve que c'est un connard. Je me permets de parler comme les gens qui, dans les médias, s'en sont pris aux non-vaccinés. Alors là, il mange pour Thierry Moreau, qui avait parlé de non-vaccinés comme des connards. Mais le Chypre, lui, il voulait faire vacciner de force. Ça, c'est pas bien. Parce que là, c'est la vaccination. Tu te dis, bon, ça peut éviter ça et ça. T'imagines si c'était le toucher rectal. Enfin, au bout d'un moment, ça va, on a assez de Darmanin à la télé tous les jours. Ce qui revient potentiellement même, d'ailleurs. Mais au bout d'un moment, ça va, quoi. Donc, l'Emmanuel Le Chypre, là, je peux pas le blairer.
C'est un monsieur qui, pour moi, a eu des positions pour lesquelles il devrait être attaqué en justice, mais bon, c'est un autre débat. Mais je peux me permettre, en plus, de parler de l'embonpoint. Voilà, pas de problème. Mais voilà, c'est un type que je peux pas blairer, donc je suis forcément pas objectif. Mais ils sont pris à leur propre piège, quoi. Parce que, en fait, ces positions, moi, sincèrement, je les trouve pas problématiques. Je veux dire, oui, le régime de Vichy, effectivement, il y a encore des lois qui sont en vigueur aujourd'hui. Aïe, comment on fait, tu vois. Comme le code Napoléon qui interdit de sortir avec le visage dissimulé dans la rue. Et quand on en parle, par exemple, lors des débats sur le port de la burqa, par exemple, on dit, oui, non, mais ça n'a rien à voir, en fait, c'est islamophobe et compagnie. Donc, ces médias qui ont instauré un regard crétin et unilatéral sur l'actualité, ils se prennent les pieds dans le tapis de leurs propres bêtises. Et à la fois, c'est plaisant de leur dire, vous voyez, vous êtes tellement des abrutis que vous n'en rendez même plus compte que vous tombez dans vos propres pièges. À la fois, c'est pénible. Parce que imaginez si ça avait été, c'est toujours le même exemple, mais bon, c'est toujours pareil. Imaginez si ça avait été un membre des LR, un membre du RN, ou un élu politique, tout sauf d'extrême gauche, tu vois. Et encore que d'ailleurs, c'est même pas certain. Mais il aurait mangé chaud. Là, il aurait pris un buffet limité. Marine Le Pen qui dit ça en direct à la téloche, elle ramasse. Hein. Et c'est pas pour la défendre, c'est juste pour pointer du doigt la subjectivité de ces médias qui se font prendre les pieds dans les pièges qu'ils ont tendus au peuple pour éviter de réfléchir sur certains débats. Et ce glandu d'Emmanuel Le Chypre tombe dans son propre truc. Et effectivement, je me demande même s'il a gambergé sur le fait que 1941, c'était Vichy. Il a vraiment l'air surpris de sa propre connerie. Donc, à voir, tu vois. Ce qui serait encore plus terrible, d'ailleurs, c'est que le mec est suffisamment con pour ignorer en plus les sujets dont il parle. Mais bon, qu'importe. Donc, au bout d'un moment, leur façon de voir le réel est une escroquerie. Et donc, à ma minuscule échelle, et avec plein d'autres collègues autour, hein, l'idée, parfois on fait juste que de dire les choses telles qu'elles ont été écrites, par exemple dans les livres d'histoire ou quoi. Mais le travail de juste milieu, se rapproche un peu de ce que je vous dis là, c'est-à-dire que parfois je lis les journaux, je rapproche les trucs, puis j'espère que c'est drôle, puis après on me dit ouais c'est super, grâce à toi c'est la vraie actualité. Non, c'est juste que j'enlève les conneries des autres, quoi, si tu veux, qui est tordre le réel pour le faire rentrer au chausse-pied dans leur idée du monde. Mais voilà, là on a vraiment un exemple qui est fondamental de leur manipulation médiatique, qui lorsqu'ils se font prendre dedans, là, ouais, mais faut nuancer, tu comprends, faut faire preuve d'intelligence. Mais avec plaisir. Et je ne rêve que d'une chose, c'est que ils le fassent tout le temps, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, ça va, quoi. Ça casse les couilles. Voilà, non, mais faut le dire, au bout d'un moment, ça va. On en a marre, quoi. Putain, on est des collaborateurs, quoi. Mais ferme ta gueule. Tiens, on va le mettre, tiens. Tu vois. Si, on va mettre la séquence en entier. Là, je vais pratiquer de la torture sur vous. Là. Si, vous allez être mes cobayes. On part pour 3 minutes de François Cluzet. Ah, c'est à cause d'Emmanuel Le Chypre. Je suis désolé, je suis obligé de prendre des sanctions, j'ai rien à fiche. C'est comme ça. Ou 1 minute minimum. Parler, bien sûr, vous en êtes fait quelques-uns, de Lucchini à... Oui, vous dites les choses. Oui, mais parce que c'est des cons, j'ai rien d'autre à dire, ce sont des cons, ce sont des... Voilà, vous voyez, je mâche pas mes mots, non, encore une jamais. fois. Non, mais ce sont des cons, ça m'arrive d'être con, hein, et ça m'est arrivé peut-être plus de fois qu'aux autres. Mais là, ce sont des cons, parce qu'ils sautent sur l'occasion de la pandémie, l'un pour dire, mais l'autre, le restaurateur, il lave les couteaux, mais ferme ta gueule. Et vous regrettez après ou pas? Mais non, je ne regrette pas, je le pense ouvertement. Ce sont des mégalos. Et l'autre abruti de premier qui se présente, président de la République, en disant « Allez tous vous faire... » Mais ça va pas la tête, non. Mais ils viennent d'où, ces mecs-là? Ils ont un égo comme un gratte-ciel. Qui nous foutent la paix, on est suffisamment dans la merde, qui nous donne de l'espoir. Il n'y en a pas un qui donne de l'espoir. Ils sont tous là à dire « Mais ta gueule !» Un max de fun sur Antenne 2, que du plaisir. Très belle chevelure, il faut le rappeler. Donc, ouais, non, mais c'est vrai que je suis obligé de sanctionner parce que j'en peux plus de l'autre pingouin de Le Chypre, là, on n'en peut plus. Donc, voilà un petit peu sur cette actualité sur laquelle je voulais revenir avec vous. Alors, vous imaginez bien que là, l'Arcom bubule. Hein. Ils sont où?
Quelqu'un a des nouvelles de l'ARCOM? Alors, c'est le nouveau nom du CSA, Comité supérieur de l'audiovisuel. Donc, eux, il te dit, c'est le comité supérieur. Ils auraient pu être seulement comité. Ils ont dit non, on va être supérieur. On va être supérieur, donc ils sont à même de te dire ce qui peut passer à la télé ou pas, avec une démarche qui, pour le coup, rappelle les grandes heures de Vichy à ce moment-là. C'est-à-dire que l'ARCOM fonctionne au signalement. C'est-à-dire que plus ils ont de signalement, plus ils étudient un sujet. Ce qui peut d'ailleurs entraîner des signalements en masse pour des dénonciations mensongères. S'il se passe une séquence à la téloche qui ne va pas, ben là, tu vois, il y a dénonciation mensongère. Alors, jamais de ma vie, je vous appellerai à ça, par exemple, tu vois, à dénoncer ce que dit Emmanuel Le Chypre à l'ARCOM, parce que je trouve que la pratique est scandaleuse. Mais il mériterait quand même un coup de pied au cul. En plus, tu as la place, hein, donc tu peux y aller, mais... non, ça m'énerve, quoi. Je le dis, putain. On en a marre, quoi. Donc, non, c'est terrible. C'est terrible, mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, c'est l'actu, c'est la fiesta loca. Voilà. Donc, on est là-dessus. Alors, 17h37, les amis, on a balayé déjà 2 sujets que je voulais vous évoquer. 3e sujet, le bouquin du moment. On va arriver vers la farce tranquille ou le rugby, si on a le temps. Là, tout est rodé, c'est une véritable émission. Alors, un bouquin, voilà, je voulais vous en parler. Je suis en train de le lire, je l'ai attaqué pas plus tard que ce matin, dans l'autocar. Donc, Pierre-André Taguieff, L'imposture décoloniale, science imaginaire et pseudo-antiracisme aux éditions de l'Observatoire. Alors, je ne vais pas vous mentir, c'est le genre de lecture qui est réconfortante, qui est sympa. Maintenant, je suis globalement d'accord avec le monsieur, hein, sur tout ce qui est dénoncé, notamment sur ces questions-là de post-colonialisme, d'antiracisme, le mouvement antiraciste qui est un peu disséqué dans ce livre-là. Donc, c'est pas très... Enfin, comment dire? Si, c'est toujours intéressant. Mais, bon, lire des choses qui confortent ce que tu penses déjà, parfois, c'est bien aussi de se... Voilà, tu vois, comme dirait Maître Gims, voilà. Pas mieux, pas mieux. Merci à Le Souverain qui vient de donner 100 bits, 200 bits, sacrée quantité, à faire rougir tous les putains de la rade. Je vais t'aimer, Michel Sardou. Ça fait toujours plaisir. Donc ce livre, voilà, donc l'idée, si ça peut vous intéresser, que vous voulez vous renseigner un petit peu sur, on va dire, les origines de l'antiracisme contemporain, tel qu'on peut voir aujourd'hui, hein, comment qu'elle s'appelle, Rokhaya Diallo, en passant par l'affaire Adama Traoré via sa sœur Assa Traoré, au traitement qui a eu lieu sur l'affaire George Floyd aux États-Unis. À la fois, qu'est-ce que cet antiracisme contemporain qui se gave, voilà, des réseaux sociaux, qui se gave de mouvements médiatiques avec des partis pris qui se font peut-être parfois sous le coup de l'opportunisme plus qu'autre chose. Quelles sont les racines de tout ça? C'est très intéressant de les creuser parce que la majeure partie de ce courant antiraciste, post-colonialiste contemporain nous vient de France. Voilà. C'est du Made in France, hein, cette fameuse French Theory avec des philosophes comme Gilles Deleuze, Félix Guattari, des gens comme ça, qui ont apporté leur pensée aux États-Unis, qui étaient un peu comme des rois là-bas. Et comme souvent aux États-Unis, on leur a envoyé la gastronomie, ils nous ont envoyé McDo. Tu vois. Là, c'est un petit peu pareil. On envoie un courant de pensée qui évoquait déjà la déconstruction, hein, dans les années 70, et il nous renvoie l'hystérie disneylandisée de la pensée américaine, tu vois, où tout forcément devient plus problématique. Et je suis à la page 78, donc là, je vous dis ce que je sais un peu de tête, hein, je n'ai pas encore fini le bouquin. Mais il y a une petite phrase qui me plaisait bien, et qui résume un petit peu à la fois la trajectoire, à la fois l'origine et la trajectoire de ce mouvement post-colonial, antiraciste, sur fond de wokisme. Alors là, je mets un peu tout dans la même casserole, c'est quand même différent, et ça mériterait une analyse sérieuse des trois, mais pour vous dire un petit peu la cohérence de tout ça et que ça ne sort pas de nulle part, il y a une vraie filiation politique qui est assez chouette. Je vous ai pris un petit passage, pour vous, petite lunette en demi-lune. Voilà, comme ça, ça vous donnera peut-être envie de lire le livre et de mieux comprendre ces sujets-là. L'anticapitalisme intellectualisé des marxistes avait sa clé de l'histoire, la lutte des classes.
l'anticapitalisme racialisé des post-colonialistes décolonialistes a forgé une nouvelle clé de l'histoire, applicable à l'époque moderne et contemporaine, une clé dotée d'une omnipotence explicative non moins imaginaire, l'impérialisme de race attribué aux dominants qui se confondent avec les Européens, les Occidentaux ou les Blancs, les mâles blancs hétérosexuels. Et c'est vrai que la filiation, elle est intéressante là-dessus, c'est que on voit dans ce combat post-colonial et ou décolonial et ou antiraciste, parce qu'en fait, les mots sont assez vides de sens, en fait. Les mots sont vraiment interchangeables dans ce débat-là, et vous l'observez dans les médias, hein, le traitement qui est fait, c'est jamais le même mot, c'est toujours le même problème. On a une filiation directe avec le marxisme qui a été étudiée très sérieusement dans les années 70-80 dans les universités françaises, bien évidemment, où l'ennemi à ce moment-là était le bourgeois et où on avait déjà un aspect très freudien dans le combat, c'est-à-dire que même le bourgeois qui faisait acte de repentance et qui se comportait comme un pauvre ou qui tentait de s'apparenter, ça restait un bourgeois intrinsèquement, si vous voulez. Dans ses qualités même, même si, comment dire, il n'était pas un patron qui allait appuyer sur la tête des ouvriers, c'était un bourgeois à combattre. Et là, c'est un petit peu pareil aujourd'hui, c'est que on a enfin, un combat qui est insoluble, c'est-à-dire que sur l'aspect décolonial, le combat décolonial qui est mené aujourd'hui, vous regardez ce qui est demandé, donc c'est que alors, les Blancs, les Occidentaux, là encore, les cases sont très mouvantes, assument l'héritage colonial de la société actuelle. Mais on n'efface pas le passé et on ne l'effacera jamais. Donc on peut multiplier les actes de repentance. On a quelque chose qui est très, comment dire, qui est incorrigible en fait. Il y a quelque chose qui est incorrigible et on le voit dans le combat aujourd'hui. Alors, il y a Anarchiste qui dit oula le raccourci, mais je serais très heureux d'en discuter avec toi parce que je pense qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Si tu veux intervenir sur Discord, c'est avec plaisir, hein. Ceux qui veulent venir sur Discord, notre Discord juste mieux, voilà, le lien, voilà, Edouard Viannemann, merci beaucoup, le lien du Discord, si vous voulez intervenir pour qu'on en papote, avec grand plaisir. Mais on a cette filiation-là où le blanc est fautif par définition, en fait. Ce qui est pourtant un des piliers du racisme, c'est de réduire quelqu'un à sa seule origine, à sa seule couleur de peau. Et l'antiracisme fait fi de tout ça pour donner une nouvelle grille de lecture à la société, mais une grille de lecture qui est insoluble et qui vient même jusqu'à nier le réel. Il y a un passage, par exemple, que je vous lis, qui est intéressant sur l'affaire George Floyd. Alors pareil, hein, ça, je vais avoir des problèmes, parce que ça, ils l'ont pas dit sur BFM TV. Hein. Mais c'était intéressant d'avoir un autre regard, que je vous le dise. Attendez, je vous retrouve la page, bougez pas, j'arrive. J'arrive. Ça, j'ai feuilleté entre hier et ce matin. Merde, j'ai mis où? C'est pas vrai ça. Je vais trouver, hein, parler entre vous, hein, tranquille. Hein. Ah, c'est Twitch détendu aussi. Hein, donc, je suis pas dans les meilleurs encore, je te le dis. Merde, qu'est-ce que j'ai mis? C'est pas vrai, je trouve pas. Oh. Pourquoi je le trouve pas? C'était intéressant comme tout. Ah oui, voilà, c'est là. Alors, attention, accrochez-vous au slibard, parce que le passage, il gratte un peu la gorge. Faut le mettre en contexte. Je vous lis un passage qui est forcément sorti du contexte. Donc, qu'on soit bien d'accord, ne jugez pas l'auteur ou le livre ou quoi à cet extrait-là. Hein. C'est important de le rappeler, parce que c'est pas CNews ici non plus. Je vous lis l'extrait pour mettre en lumière un élément qui a été peu mis en avant au moment de l'affaire George Floyd. C'est sorti du contexte, c'est pour réfléchir. Si jamais il y a un journaliste de l'Express qui est dans le coin, qu'on soit bien d'accord. Il est à noter que ces victimes du racisme, donc là on parle de George Floyd et d'Adama Traoré, donc deux affaires qui ont été rapprochées volontairement, sont souvent des délinquants, ce qui explique qu'ils aient eu affaire avec les forces de police. On a une note de bas de page qui est aussi un peu longue, que je vais aussi vous lire, parce que c'est un élément qui est intéressant, qui avait été peu rappelé, qui est problématique, hein, pour effectivement ceux qui défendent la cause, je suis bien d'accord. Mais voilà, je vous donne la note de bas de page qui permet de dire à l'auteur que ces victimes de racisme sont souvent des délinquants.
Selon le Bureau du recensement des États-Unis, 7407 Noirs ont été tués en 2018, contre 6088 Blancs, alors que les Noirs représentent 13,4% de la population américaine et les Blancs 76,5%. Les données portant sur les homicides perpétrés en 2018, fournies par le FBI, le principal service fédéral de police judiciaire américain, sont les suivantes. 88,9% des Noirs ou Afro-Américains, ou Africains-Américains, ont été tués par des Noirs ou Africains-Américains. 2600 homicides sur 2925. 15,5% des Blancs ont été tués par des Noirs ou Africains-Américains. 514 homicides sur 3315. 8% des Noirs ou Africains-Américains ont été tués par des Blancs. 234 homicides sur 2925. Donc, je vous donne cet élément-là, et on continue la lecture. Ces délinquants n'en sont pas moins érigés en martyrs et font l'objet d'un culte. Leurs images fonctionnent comme des icônes politico-médiatiques, leurs noms symbolisent les minorités supposées discriminées et opprimées. La magie de la transfiguration militante fait oublier la triste réalité. George Floyd a été plusieurs fois condamné pour trafic de drogue ou vol à main armée, et Adama Traoré lui-même, petit trafiquant, a été incarcéré entre fin 2015 et début 2016. On compte 17 procédures engagées contre lui entre 2007 et 2016 pour vol, trafic de stupéfiants et viol sur son co-détenu. Pourtant, ces personnages sont érigés en héros de la communauté noire. On leur rend pieusement hommage, comme par cette fresque réalisée à la mi-juin 2020 par un collectif d'artistes locaux à Stein, en Seine-Saint-Denis, dans laquelle, au-dessus des visages de Floyd et de Traoré, est inscrit ce slogan « Contre le racisme et les violences policières ». Or, l'exemplarité de leurs itinéraires respectifs est pour le moins discutable. C'est pourquoi la jeune conservatrice afro-américaine Candace Owens a déclaré que Floyd n'était pas un héros pour les Afro-Américains et qu'elle refusait de voir en lui un martyr, déplorant que ce soit devenu une mode ces 5 ou 6 dernières années de transformer d'un jour à l'autre les criminels en héros. Alors, je vous l'ai dit, c'est sorti du contexte, on papote, c'est l'élément pour nourrir un petit peu la réflexion, mais je trouvais ça intéressant de le rappeler, et voilà, ce bouquin met en lumière ces éléments-là, clairement, de manière relativement biaisée. Je pense qu'il y a un parti pris, bien sûr, sur l'idée initiale et le traitement de l'idée, qu'on soit bien d'accord, mais c'est pour nourrir le débat. C'est juste mieux, vous connaissez la maison. Je prends un petit peu les commentaires. Alors, on a John Digger, qui dit un peu compliqué néanmoins, beaucoup de politiciens allemands en fonction des parents ayant fait partie du Troisième Reich. Ça, c'est encore un autre débat qui répondait. Kong Bietso, qui dit le gros point commun de la plupart des bavures, c'est que les victimes, au lieu d'obéir sagement, se débattent ou essayent de fuir. À force d'être convaincu que tu vas être victime de bavure, tu finis par devenir la cause de la bavure, en ignorant l'aspect où ces personnes sont en plus des criminels. Twitch Marigold, qui dit c'est un organisme indépendant qui a fait l'étude parce qu'on peut faire ce qu'on veut avec les stats. Non. Au Bourreau Boxif, il y a que les gauchistes pour gober ces conneries. Ça, c'est peut-être un peu dur. Pardon. Ça, tu vois, par exemple, je suis pas sûr qu'on arrive à papoter comme ça. Non. On peut papoter, on peut discuter, on n'est pas obligé de se renvoyer des sobriquets à la gueule, quoi. On est des humanistes, merde. Donc, voilà, pour le bouquin, je vais continuer la lecture, je vous tiens au courant. Est-ce qu'on se fait un petit peu le moment rugby avant la farce tranquille? Voilà, hein, on a 10 minutes. On peut se regarder le nouveau brushing de Valérie Pécresse. J'ai reçu de nombreux messages de fans de Beyoncé extrêmement déçus par l'annulation de sa deuxième date de concert à Paris. Alors, il paraît que c'est de ma faute. Je vais rectifier les choses et le dire clairement. Je n'y suis rigoureusement pour rien. J'ai le dos large, mais il ne faut pas charrier. La vérité est toute simple. Les dates de travaux des transports qui amènent au Stade de France, les dates des travaux de SNCF Réseau sont connues 2 ans à l'avance. Et tous les professionnels de l'événementiel le savent. Alors si le producteur de Beyoncé a commis une erreur et mis en vente des places à une date qui était rigoureusement impossible et intenable, c'est de sa faute. Voilà. Là, toujours, hein, tu vois, le show permanent, ils sont hallucinants. Elle met une musique de Beyoncé en fond parce qu'elle est branchée, Valérie Pécresse, elle est branchée. Il y a des yinches qui votent pour elle, mais c'est comme ça, arrête un peu de te plaindre, c'est tout. Donc, ça c'est pour l'ami Valoche, et puis voilà, après le rendez-vous à 18h, dans 10 minutes, on a la farce tranquille, les amis, qui arrive à toute vitesse. Petite, on va faire la petite parenthèse rugby, le petit point. C'est ma passion, j'ai le droit, ça. Hein. Après, à 18h, la farce tranquille, en version director's cut. Je vais vous faire les commentaires, on va en papoter ensemble. C'est important. On va faire la petite parenthèse rugby en attendant le début de la farce tranquille. Alors, le contexte, pour ceux qui ne suivent pas, mais il faut suivre. Attends, c'est la France qui gagne. Allez les Bleus.
Donc, on a le tournoi Destination, comme on le disait hier, l'équivalent de la Coupe d'Europe. La France a battu l'Italie au premier match dans un match compliqué. Attention à l'Italie. Mon pronostic, vous le savez. Alors là, la deuxième journée, il y a eu la première journée ce week-end, le week-end dernier, je suis con. Deuxième journée du tournoi, deuxième journée sur 5. On va avoir comme match 15h15 samedi France-Irlande, on va en reparler. Deuxième match Pays de Galles, Angleterre, Écosse, Pays de Galles, pardon. Et troisième match, ce sera dimanche à 16h, Angleterre-Italie. Vous l'aurez entendu ici, victoire de l'Italie en Angleterre. J'ai pas peur. Non, j'ai pas peur. Je le dis tout de suite, victoire de l'Italie en Angleterre. L'Italie ira s'imposer à Twickenham, ce qui va être un tremblement de terre avec des Anglais qui se sont fait concasser par les Écossais au premier match. Une victoire d'un petit point. Je pense franchement que l'Angleterre va perdre contre l'Italie avec un match incroyable des Italiens qui ont énormément progressé. On les prend un petit peu pour des pompes à vélo depuis un paquet d'années parce que c'est vrai qu'ils étaient nuls. Mais là, ils arrivent à tenir la distance, à faire un match complet de 80 minutes avec des joueurs qui sont loin d'être des peintres. On a forcément Capozzo, le 15. On a aussi un ailier qui est très bon. On a une première ligne qui a toujours été un petit peu solide. Ça a toujours été la grande force des Italiens avec des joueurs illustres comme Mauro Bergamasco ou autres. Là, attention, je vous annonce, l'Italie va gagner. L'Angleterre finira dernière du tournoi. Ils vont se faire taper par la France et ils vont se faire taper par l'Irlande, de toute évidence. Et ils se joueront la dernière place avec le Pays de Galles. Voilà. Alors là, comme ça, j'ai l'air sûr de moi, mais c'est pas franchement le genre de la maison. En pronostic, je suis un peu une brêle, mais on verra quand même. Autre match, ce sera Écosse, Pays de Galles. Alors là, on a de la cornemuse. Là, on aime bien. On va avoir de la cornemuse. C'est magnifique. Je vous le mets quand même. On va se mettre en ambiance. On va se mettre le Flowers of Scotland. C'est l'hymne écossais qui est quand même sublime. Pour ceux qui regardent peut-être pas le rugby, c'est magnifique. Voilà. Ce à quoi on a droit avant chaque match de l'Écosse, à domicile notamment. C'est sublime. Voilà, ça va être magnifique. C'est le rugby comme on l'aime. Ça va être l'Écosse qui va fracasser, à mon avis, le Pays de Galles. Les Gallois qui sont vraiment des pompasses cette année. Énorme pompe. Voilà, c'est pas terrible, les Gallois. Ils se sont fait démonter par l'Irlande, alors qu'il y a quand même une belle équipe. On a du George North, on a l'inusable Halloween Jones, qui est un mec qui a fait son premier tournoi en 2007, rendez-vous compte. Donc c'est vraiment un mec qui a un paquet d'années, qui a 37 ans, je crois. Donc, belle équipe pourtant de l'Écosse, du Pays de Galles, pardon, mais qui s'est fait exploser par l'Irlande et qui, à mon avis, va se faire déboîter également par les Écossais à domicile. Les Écossais qui, eux aussi, ont énormément progressé. On a le 8 Van der Merwe qui a mis un essai sublime le week-end dernier, je vous le diffuse. Je pense que c'est déjà l'essai du tournoi. Regardez ce qu'il nous a mis là. C'est beau comme tout, c'est le rugby. No huddles before line-outs, quick sets at scrum time. Shot clocks for penalties and conversions. And off this time, go Scotland! Footwork from Duhan van der Merwe. This is astonishing!
C'est magnifique, c'est magnifique. Alors effectivement, il a mis 2 essais dans ce match, mais sublime essai de Van der Merwe. Il a navigué comme Emmanuel Macron entre les lois. C'est incroyable. Donc très belle équipe d'Écosse avec un pack très solide. À l'arrière, c'est très bon. Finn Russell qui a été très bon aussi devant les buts. Donc attention à l'Écosse. Et samedi 15h15, c'est le grand rendez-vous, c'est le grand match. Attention, Irlande-France à l'Aviva Stadium. 3 ans qu'on va taper nos amis au trèfle à 3 feuilles. Attention à l'Irlande, qui est la grande favorite du tournoi. L'Irlande qui a vraiment proposé 25 minutes face au Pays de Galles la semaine dernière, c'était du miel. C'est sublime, l'Irlande, ça joue très très bien. Ils auraient pu nous embêter sur le Grand Chelem l'année dernière, on a gagné. Attention vraiment à cette équipe d'Irlande. Alors, qui arrive avec 2 blessés, donc il y a un peu plus de casse que chez nous. Leur numéro 9, Gibson Park, et leur pilier, comment qui s'appelle celui-ci? Je crois que c'est le pilier droit, qui est blessé. Tad Burn, c'est ça, Tad Burn, un truc comme ça, qui est blessé. Mais sinon, l'Écosse, c'est monstrueux. Voilà, une première ligne terrible. Derrière, ça envoie du gros jeu avec pareil Sexton qui est toujours là. Ça envoie du très gros jeu. Furlong, t'as raison. Peut-être Furlong. Merci à Jean-Paul 06. Furlong le pinier qui sera pas là. Furlong, Gibson Park sur le banc. Nous, pour l'instant, enfin à l'infirmerie, nous, on a tout le monde qui est là normalement. Et attention, voilà, attention à ce match qui risque d'être compliqué. Avec en plus les nouveaux règlements qui ont été passés, hein, si jamais. Petit point règlement, il y a les phases de ruck. Alors, phase de ruck, c'est quand tout le monde est au sol. Voilà, il y a eu un plaquage, ça tombe au sol. Phase de ruck, c'est le mec qui arrive, qui doit rester debout pour tenter de chipper le ballon dans le bordel avec tous les joueurs. Et les Irlandais sont extrêmement forts là-dessus. C'est une phase où c'est un petit peu le bordel. Tout le monde essaie de récupérer le ballon, ça peut prendre du temps. Les défenseurs essaient de gêner les sorties de balles pour ralentir le jeu. Les Irlandais sont monstrueux sur ces phases-là. Ils arrivent à les multiplier et à sortir en moins de 3 secondes en moyenne, ce qui est un exploit en la matière. Donc, samedi 15h15, on va se régaler, les amis. Voilà ce que je peux vous dire. Que du plaisir, les copains, pour ce match, ce week-end qui va être complètement zinzin. Alors, maintenant, on me dit, attendez, on me dit qu'il y a un copain qui s'est inscrit sur Discord, peut-être pour papoter. Est-ce qu'on est bon ou est-ce qu'on se mate la farce tranquille? Vous dites dans le chat ce que vous voulez, les copains. Voilà, version Director's Cut de la farce tranquille. On a pour 20 minutes environ. Ou alors vous la regardez peinard. Hein. Pas d'obligation non plus. Attention. Den Ladèche, petite question logistique. Bonjour Rémi. Je me suis abonné à ta revue il y a peu, je voulais savoir à quelle date je peux espérer recevoir mon premier numéro. Si tu as pris ton abonnement avant la fin du mois de janvier, donc avant le 31 janvier, tu recevras le numéro papier entre le 10 et le 20. C'est ça la petite rythmique. Et si c'est abonnement numérique, tu l'auras le 10, pétante. Et c'est moi qui fais les envois, je peux vous dire que je maîtrise. Voilà, petite info technique si jamais. Donc, voilà les copains, la farce tranquille. On veut la farce tranquille, donc on va mettre la farce tranquille. Voilà. J'entends la volonté des Français. Pas de problème avec ça, pas de souci. On va se mettre la farce tranquille, ça va bientôt commencer. Et puis après, moi je vais pas tarder, parce que faire le sport. Hier j'ai fait le sport, aujourd'hui il faut faire le sport. Oui. Oui, on n'a rien sans rien. Bon bah là on n'a rien avec quelque chose, mais c'est pas grave. On fait comme on peut. Donc, la silhouette qui dit, on te verra à certains matchs de la Coupe du Monde de rugby, malheureusement, je n'ai pas réussi à avoir des places. Si jamais il y a Bernard Laporte qui regarde cette émission, n'hésitez pas à m'envoyer des places avec grand plaisir. Sinon, non, je serai à France-Écosse dans 2 semaines. 3 semaines. Je vais voir France-Écosse. J'ai un copain qui a trouvé des places, je serai au Stade de France pour voir France-Écosse. Et là, je peux vous dire que je suis content. Là, je suis content comme tout. Là, attention les yeux. Attention, on va avoir les poils, la chair de poule en écoutant les hymnes, ça va être incroyable. Donc, je serai à France-Écosse, ça c'est beaucoup de plaisir. Donc, la farce tranquille qui va commencer dans 2 minutes, les amis. On se la regarde ensemble, version Director's Cut, et puis après, je file. Là, je file à l'anglaise. Voilà, et Bamevla qui dit, et le commentaire de match. Alors, je vais pas vous mentir, j'y ai pensé. Commenter le match pour vous, quoi.
Maintenant, il faut que je sois honnête avec vous, il faut que je sois tout à fait transparent. Je préfère largement me mettre une tôle au bar si on gagne. Non, mais vous connaissez la maison. Rester dans le studio tout seul en buvant de l'évian, ça fait bander qui, personnellement? Peut-être un journaliste de Télérama ou deux. Mais moi, personnellement, je préfère me mettre gris au bar si on gagne. Bon, si on perd, bon, bah, même bilan. Mais je peux pas vous mentir non plus. Je vous aime trop pour vous mentir. Donc, commentaire de match, oui, c'est une bonne idée. Mais flemme. Moi, ce que j'aime, c'est les copains. C'est la camaraderie. C'est à la tienne, à la mienne. Donc, vous connaissez, je peux pas vous mentir. Comme tu me dis, tu peux faire une salade ou une raclette. J'ai pas le droit de vous mentir. C'est la France. Je mens pas. Oui, je préfère me mettre minable et je ne peux pas encore vomir à la caméra. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça, j'ai la déontologie. Je suis un professionnel. Donc, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Débrief du match, bien sûr. Alors là, lundi, je veux rien entendre. Ceux qui disent oui, le rugby, non. Si. Lundi, débrief rugby, naturellement, sur Twitch. Et les amis, on est parti. La farce tranquille, ça démarre. Version Director's Cut avec vous, en avant toute. Une semaine de plus autour de la réforme des retraites et cette fois, c'est définitivement le plus grand cabaret du monde. Il est l'heure du 88e épisode de la farce tranquille. Excusez-vous. Mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Que vous venez de c'est super. Chers amis, quel plaisir de se retrouver avec un épisode, vous le savez, de votre émission 100% politique sur Juste Milieu tous les mercredis à 18h. Une fois n'est pas coutume, retour sur la réforme des retraites et vraiment, ça a été un immense n'importe quoi à l'Assemblée nationale avec les débats autour de la proposition de réforme. On va y revenir tout au long de cet épisode. Mais avant toute chose, si vous le souhaitez, pour... Le rasage n'est pas optimisé, mais j'ai fait ça ce matin à la hâte. C'est dégueulasse. Hein. Je trouve pas mon style sur le rasage. Parce que, non mais on s'en fout, mais vous voulez la version Director's Cut, alors je vous la fais. Hein. Sinon, j'arrive pas à trouver mon style. Si je me rase complètement, on dirait une couille. Vraiment. On dirait une couille. Ça, rien ne va. Je perds 2 ans, mais on dirait une couillasse. En revanche, là, si je fais ce genre de truc d'arrondi, bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais normalement, ça, c'est pour écurer les plats. Hein. Tu sais, les éponges en fer, là. Bon, bah, c'est ma gueule. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais voilà, ça, c'est les infos Director's Cut. Encouragez la démarche, n'hésitez pas à vous abonner, les copains. C'est le bouton s'abonner qui est prévu à cet effet. Vous pouvez sinon mettre, et où en fait, chacun fait ce qui lui plaît, petit hommage à la chanson française. Vous pouvez mettre le pouce et on attaque pas plus tard que tout de suite. Et pour commencer, rien de mieux que le sondage de la semaine. Maintenant, ça va chier. La semaine dernière, une question forcément dans la thématique. Hein. Le gouvernement peut-il reculer selon vous, oui ou non? Hein, est-ce qu'il est encore envisageable que le gouvernement recule sur sa proposition de réforme des retraites face à la mode? Alors, on veut des infos apparemment sur la pilosité. Je réponds, c'est la transparence, c'est normal. Hardiska qui dit t'as essayé la barbe complète. Alors ça, par contre, bon, alors j'ai dû voir avec le service après-vente. J'ai appelé maman Mieux, j'ai dit qu'est-ce que c'est que cette berbe, mon fils? Je lui ai dit maman, qu'est-ce que t'as fait? Parce que mon frérot, c'est pareil, absence totale. Enfin, si, on peut laisser pousser, si tu veux. Mais tu as des trous qui se forment. Ça ne ressemble à rien. Mais vraiment, un trou de balle de hérisson. C'est clair ou c'est pas clair? C'est lamentable. Et je pense que ça vient de l'usine. Ça vient de l'usine de production. À mon avis, il y avait le moule devait être fissuré, il y avait des tuiles, et on s'en ressort avec ce genre de choses. C'est pas doux, hein, je veux dire. Je sais pas si vous avez la SMR, le micro hurle. Le micro hurle. C'est sidérant. C'est de la merde. Voilà, non mais je le dis. C'est une catastrophe. Donc peut-être les radiations, Camimi33 qui dit ça, à mon avis, on a morflé à un moment donné dans l'histoire, ça s'est transmis dans les gènes, et je me retrouve avec ça. Bon, ben voilà. Mobilisation populaire notamment, le résultat est assez clair. Vous avez été près de 2000 à voter, oui 32,68%, non 67,32%, donc assez mitigé, même s'il y a quand même encore un petit peu d'espoir. Et cette semaine, on va faire un sondage en 2 temps. Voilà, tu vas voir. Non, là, ça devient un petit peu complexe. C'est quasiment du Christopher Nolan. Donc, ceux qui sont un peu lents d'habitude, prenez des notes. Premier sondage cette semaine, l'opposition NUPES est-elle crédible? Oui ou non? Et la semaine prochaine, je peux d'ores et déjà vous le dire, ce sera l'opposition RN est-elle crédible? Et on comparera les scores. Tu vois, voilà, non mais...
T'as vu, c'est quasiment l'IFOP à ce stade-là. Donc, vous pouvez voter cette semaine. L'opposition du NUPES est-elle crédible? Oui ou non? Les liens en description. Résultats et nouveaux sondages la semaine prochaine. Vous l'aurez compris, cette semaine encore, le grand thème n'est autre que la réforme des retraites. Les débats battent leur plein à l'Assemblée nationale et vraiment, c'est la grande dynamique de cet épisode que je vous propose. Bon, la banane aux lèvres, parce qu'au bout d'un moment, faut garder la banane. Mais à la fin de l'épisode, on fera un petit retour sérieux quand même sur tout ce qu'on voit, parce que définitivement, le cirque continue. Tout le monde, parmi les partis d'opposition, tout le monde veut son instant médiatique, tout le monde veut sa séquence pour marquer les esprits et feindre la mobilisation, mais c'est vraiment un grand n'importe quoi. Et à la fin, c'est sûrement la Macronie qui gagnera. Enfin, on va en reparler. Et en parlant de Macronie, on commence avec le contexte un petit peu général avant de rentrer dans le vif du sujet. Gérald Darmanin était sur RTL le 5 février. Alors pareil, le maillot jaune de l'escroquerie politique, le ballon d'or de la saloperie médiatique, il était de retour. Il nous a dit pêle-mêle, par exemple, arrêtez votre hypocrisie, Mélenchon est millionnaire, moi je ne suis pas millionnaire. Ce que m'ont légué mes parents, c'est le culte du travail. Moi, je ne suis pas de la famille de Monsieur Mélenchon. Monsieur Mélenchon, il a un patrimoine, il est millionnaire. Je suis très heureux pour lui parce que moi, je suis pas jaloux. Moi, je suis pas millionnaire et j'ai pas de patrimoine. Mais je veux dire que ce que m'ont légué mes parents, c'est le culte du travail et du mérite et de l'effort. Ah, l'attaque, alors attention Dimitri, je te connais, parce qu'il y en a qui suivent, qui vont me dire « Oui, mais la semaine dernière, dans l'épisode, tu avais aussi parlé du patrimoine de Jean-Luc Mélenchon, qui essentiellement est dû à un bien immobilier qui a pris de la valeur. » J'ai lu vos commentaires, je vous vois derrière mes lunettes en 2001, et je suis tout à fait d'accord avec vous, je vous donne raison. Ce que je critiquais, c'est la diatribe de Mélenchon, qui s'en prend, à mon goût, peut-être un peu trop facilement aux riches. Alors, point technique, et c'est tout l'intérêt de la version Director's Cut. Il y a 16 d'elles qui posent la question, je vous le révèle à vous les amis de Twitch, parce que vous êtes les plus motivés. L'ami 16 d'elle qui dit, j'ai une remarque, ne dis pas ce que l'extrait dit, si tu passes l'extrait ça fait doublon. Alors c'est justement tout le but, cher ami, c'est tout le but, parce que par moment, vous avez dans la Farce Tranquille qui est un peu un zapping de l'actu, je prends des extraits qui sont pas à moi, j'ai pas les droits dessus, donc c'est France Info, BFM, LCI, CNews, comme vous voulez. Et ces autres médias peuvent faire une demande de retrait de la séquence comme je n'ai pas les droits dessus. Ce qui fait que je peux couper. Il y a un outil YouTube en tant que créateur qui fait que tu te dis de la séquence qui est incriminée et tu peux la couper pour la retirer. Mais le problème, c'est que si je dis pas ce qu'il y a dedans, la vidéo n'a aucun sens en fait, si jamais je dois retirer l'extrait. Alors c'est relativement rare, mais c'est pour ça que je le dis pas à tous les extraits, mais par moment, je fais le doublon. Je sais que c'est chiant, mais c'est au cas où en fait. Donc voilà. Petit truc technique, Director's Cut. Bien sûr que lui a un palmarès, qu'est-ce que je raconte? Il en a un très beau aussi, mais un patrimoine de 1,4 million d'euros. Pour autant, c'est pas Bernard Arnault, et pour autant, son patrimoine n'est pas immérité. Je tenais juste à pointer du doigt la diatribe un petit peu fastoche de s'en prendre aux riches, alors qu'on pourrait aussi s'en prendre à l'inaction politique de ces 40 dernières années qui entraîne la situation actuelle. Même si Mélenchon n'a jamais été au pouvoir, et je sais, les fans de LFI vont me dire que ça aurait changé les choses, mais toujours est-il que je trouve ça un peu fastoche. Gérald Darmanin qui nous a aussi fait son Sarkozy du bon coin, comme d'habitude, il nous a dit « Je suis pour le travailler plus et gagner plus ». Moi, je pense qu'il faut mieux payer les gens. Je suis pour le travailler plus et gagner plus. Voilà, je suis resté assez adepte de cette pensée de la droite et de Nicolas Sarkozy. Et puis, lui aussi, je le déteste. Je suis désolé, non mais Director's Cut, je peux pas le blairer, Darmanin. Maintenant, c'est officiel. Depuis cette histoire, en fait, où le mec abus de position dominante, on en parlait hier, et il est toujours là avec ce sourire de parvenu à brandir sa mère pour justifier sa réforme de merde et à vanter les mérites de la pauvreté de sa mère, ça me sidère. Je perds en objectivité en ce moment. C'est plus vraiment juste mieux, mais là, il y en a certains qui ont franchi la ligne rouge. L'expression « vendre sa mère » a désormais un visage qui n'est autre que celui de Gérald Darmanin, qui a parlé de sa mère. Il a dit, elle a de grands discours, Madame Raquel Garrido, mais elle ne parle pas à ma maman qui est obligée de travailler jusqu'à plus de 67 ans pour avoir une retraite à peu près convenable. Donc elle a des grands discours, Madame Garrido, mais elle ne parle pas à ma maman qui, elle, est obligée de travailler jusqu'à plus de 67 ans pour avoir une retraite à peu près convenable et pouvoir se loger à peu près correctement parce qu'elle n'est pas propriétaire de son patrimoine. Quelle image, quel niveau d'éthique faut-il pour brandir sa pauvre mère, mettre en avant sa pauvreté pour l'utiliser dans la mise en place de sa réforme à la con. On est à un niveau de ras d'égout. Très bien formulé par Miss Dean, ça. Juste milieu, sauf pour Darmanin et le Chypre. C'est vrai, c'est bien dit. Intellectuellement et moralement, mais je vous en dis pas plus. Restez aux aguets. Une vidéo est prévue sur l'ami Darmanin en fin de semaine.
J'ai un scoop pour vous. Toujours dans vraiment le mont Ventoux de la cagolerie politique, c'est Marlène Schiappa qui était dans l'émission Quelle époque sur France 2 le 4 février face à Marion Maréchal. Là, on a eu un duel, attention, un duel qui, à mon avis, avait été préparé en très haut lieu avec les conseillers en communication de Marlène Schiappa, parce qu'elle nous a dit, c'est peut-être son meilleur argument de la soirée, pour critiquer Marion Maréchal, elle a dit « Votre argumentaire, c'est un pot-au-feu ». Madame Maréchal Le Pen nous parle du grand remplacement. Comme on lui démontre que ça n'existe pas, elle glisse et elle part à un autre sujet. Votre argumentaire, Madame Maréchal Le Pen, c'est un pot-au-feu. Vous mettez plein de restes, des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Vous laissez bouillir et ensuite vous nous servez ça. Alors toi t'as des carottes, toi t'as un bout de viande et puis toi t'as du bouillon. Ça n'a absolument aucun sens. Et pendant ce temps, parce que c'est peut-être déjà le résumé de l'épisode que vous êtes en train de regarder, pendant ce temps, Emmanuel Macron réfléchirait à rediviser les régions, contrairement à ce qui avait été mis en place sous François Hollande en 2014. C'est La Dépêche qui nous fait cette révélation le 3 février. Bon, c'est dire à quel point il en a rien à foutre. Non, mais je préfère être clair et direct avec vous. Tout le monde se mobilise dans la rue, on va prendre des coups de matraque sur le testicule. À l'Assemblée, ils sont à deux doigts de faire rentrer des otaries et d'organiser un lancer de nains. Pendant ce temps, Emmanuel Macron, oui, ça crie dehors, mais bon, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Allez, on va diviser les régions. Ça m'en touche une sans bouger l'autre. Petite parenthèse, les amis, vous le savez, parce que c'est un combat que l'on mène de haute lutte depuis plus d'1 an maintenant, un Juste mensuel, la revue Juste Milieu, vous le savez, qui est vraiment la garantie de notre indépendance, notre principale source de revenus. Grâce à vous, grâce aux abonnés, vous êtes déjà plusieurs milliers. Donc si ça vous tente de découvrir, n'hésitez pas, le lien est en description de la vidéo pour vous abonner. Il y a 3 mois d'essai, c'est-à-dire que pendant 3 mois, tu reçois le numéro papier, numérique, tu choisis, et si ça te plaît pas, t'es remboursé. Rubis sur l'ongle, c'est moi qui ai aux manettes. Donc là, attention, je déconne pas avec ça. Donc si ça peut vous intéresser et soutenir la cause d'un média indépendant, n'hésitez pas les copains, on compte sur vous comme dirait l'autre. On va commencer le tour d'horizon vraiment partie par partie avec La République En Marche, partie royale oblige. Pape Ndiaye était sur France Inter le 2 février. Alors, Pape Ndiaye, il est ministre de l'Éducation. Enfin, sous-ministre de l'Éducation. Parce qu'il faut partir du principe que le ministre de tout, c'est Emmanuel Macron. Puis après, il met des intermittents du spectacle pour aller faire les guignols à la radio. Et bien là, c'était le cas de Pape Ndiaye, qui a évoqué la nécessité d'un pacte avec les professeurs pour de nouvelles missions avec des remplacements de courte durée, de l'accompagnement des élèves et 1 heure de renforcement au collège. 2 nouvelles missions avec donc des remplacements de courte durée, des missions d'orientation et d'accompagnement des élèves. On a notamment du côté des lycées des progrès à faire, et puis du côté du premier degré, cette possibilité d'enseigner au collège, vous savez, cette heure de renforcement et de soutien en français et en mathématiques qui sera en partie assurée par des professeurs des écoles. Donc ça aussi, ça va être pacté. À ce rythme-là, les professeurs, déjà qu'il n'y en a plus beaucoup, que pour motiver les gens à être profs avec un salaire qui n'est pas dingue quand même, c'est de plus en plus dur. Et là, en plus, s'ils commencent à faire de la plomberie, de la pâte à modeler l'après-midi, de l'acrobranche le soir, et le lendemain, ils font du pole dance, ça devient compliqué, la mission de professeur quand même. Et puis sinon, Pape Ndiaye aussi a pointé du doigt la nécessité et la mise en place prochaine d'une campagne contre l'homophobie à l'école. J'ai décidé que dans chaque académie, on crée, j'ai animé un séminaire hier à ce sujet, des observatoires qui, dans l'Académie de Paris par exemple, ont eu des effets très très positifs, de manière à sensibiliser, à former les communautés éducatives. Et puis nous allons profiter de la journée du 17 mai, qui est la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, pour une grande campagne de communication. Le retour de notre... La communication, c'est leur truc. Petite parenthèse, parce que c'est vrai que leur discours incarne ça, c'est-à-dire que tout devient communication, tout devient conseil, tout devient formation, tout devient pilotage, tout devient pédagogie. Mais rien ne se règle. C'est vraiment le maelstrom de termes techniques à la con avec lesquels on nous bassine. C'est PowerPoint, absolument. MIP59 qui dit ça. Notre pronostiqueur fou, j'ai nommé les pronos de Bruno. C'est une séquence désormais qui va devenir un rendez-vous. Bruno Le Maire sur Twitter a fait un nouveau pronostic économique dont on connaît la capacité de réalisation à chaque fois. Il a dit « Nous avons l'ambition que l'Europe soit l'une des 3 grandes puissances de l'industrie verte au XXIe siècle avec les États-Unis et la Chine. » Bon, alors Bruno, après... Permettez-moi de vous dire que l'Europe n'est pas un pays. Voilà, à l'inverse des États-Unis et de la Chine. Après, bon, j'ai poussé la géographie jusqu'en 5e, 4e. Donc j'ai quand même une certaine crédibilité à énoncer mon propos, mais c'est vrai que l'Europe n'est pas un pays. Quelles sont vos sources? C'est soit un continent, soit c'est l'Union européenne, qui est une organisation politique
qui met à bas la souveraineté des États. Mais c'est pas le débat. Mais l'Europe en tant que telle, on ne sait pas ce que c'est. Parce que si tu dis l'Europe continent, ça veut dire qu'il faut intégrer la Russie. Ceux que tu voulais mettre à genoux. Voilà. Et sinon, toujours dans les réjouissances de la République En Marche, hein, ça c'était France Info qui nous l'a révélé il y a quelques jours, la vice-présidente de l'Assemblée nationale et députée de l'Isère, Élodie Jacquier-Laforge, elle est du MoDem de François Bayrou. Voilà, c'est pareil, c'est la République En Marche. Elle a déposé une proposition de loi concernant le compostage humain. L'humusation, c'est le compostage humain des corps. Vous connaissez cette phrase, hein, de poussière, tu redeviendras poussière. Eh bien, je propose, en tout cas, je souhaite qu'on puisse permettre à ceux qui le souhaitent un procédé naturel de décomposition des corps. Voilà. Là, j'avoue que j'ai pas de vanne. Et on va y aller pleine balle, hein, vraiment, dans l'actualité de ces 7 derniers jours, de tous les partis d'opposition. Et là, vraiment, c'est parti. Pour le plus grand cabaret du monde, sortez les pop-corn, les hot dogs, les chips. Là, on va se régaler. Europe Écologie Les Verts avec Sandrine Rousseau à l'Assemblée nationale le 6 février, qui nous a dit, hein, c'est sa rengaine depuis plusieurs semaines, oui au droit à la paresse, oui au droit à la retraite à 60 ans. Paul Lafargue écrivait dans Le droit à la paresse qu'il la fallait pour les classes ouvrières, précisément parce qu'elle permettait de contraindre les bourgeois à arrêter de surconsommer. Oui, nous en sommes là. Oui au droit à la paresse. Oui au droit à la retraite à 60 ans. C'est pénible, hein. C'est des ultrasons. À ce niveau-là, normalement, tu dialogues avec des baleines. Les humains, non. Les humains, tu les laisses, ils parlent entre humains. C'est pénible, hein. Ça fait peur, hein. Non, non, ça fait peur. Et puis, bon, Sandrine Rousseau qui dénonce les bourgeois. Voilà. Allez, je vous laisse continuer. C'est formidable parce que les gens se battent dans la rue pour sauver leur retraite, pour avoir des conditions de vie à peu près dignes une fois leur période de boulot terminée. Et pour Sandrine Rousseau, c'est de la paresse. Voilà. Bon, voilà. Sandrine Rousseau parle de paresse comme Rocco Siffredi parle de levrette. Chacun sa spécialité. Mais c'est vrai que la capacité incroyable de Sandrine Rousseau, c'est celle d'être toujours à côté de la plaque. C'est une blague que je vous fais régulièrement depuis plusieurs semaines, mais ça se vérifie. C'est-à-dire que les gens demandent à travailler dignement dans des conditions respectueuses, et Sandrine Rousseau te parle de paresse. Donc en espérant lutter avec le peuple, elle les transforme en branleurs en fait. Non, c'est hallucinant d'être aussi mauvais en permanence. Et puis la tartufferie, hein, voilà, qui est bien connue depuis un paquet d'années, mais qui a encore un nouveau visage avec Sandrine Rousseau, qui a déclaré « Je ne voterai jamais une proposition du RN ». En tous les cas, moi, je ne voterai jamais une proposition du Rassemblement national, et je sais que c'est difficile à entendre pour certains et certaines, et je comprends leur trouble face à ça. Mais vraiment, c'est un parti qui ne défend pas les droits des salariés, et c'est un leurre complet. Quand il s'est agi d'augmenter, par exemple, le SMIC dans la loi pouvoir d'achat, ils n'étaient pas là, ils ne votaient pas avec nous, et donc ils sont dans une espèce d'illusion permanente et de discours très différents des actes. Nous ne participerons pas à ce fake permanent. Bon, au moins, elle a le mérite de reconnaître qu'elle est consciente que c'est n'importe quoi. Au moins, elle est consciente. Bon, c'est déjà bon signe. Je veux dire, c'est ce qui la sépare encore de l'aubergine. C'est que l'aubergine n'a pas conscience d'être aubergine. Sandrine Rousseau a conscience d'être Sandrine Rousseau. Ah, 1-0. Alors, voilà, une fois de plus, hein, ils sont tous là à dire « Nous, on défend la cause du peuple, c'est important, votez pour nous. » Par contre, on va pas voter la motion des autres. Les copains, vous allez me gronder. Je suis obligé de partir, en fait, parce que, je te raconte, il y a Madame Milieu qui déboule. Elle est pas loin, là, je vais pas la laisser dans le froid. Je suis pas comme ça, humaniste. Je suis obligé de finir, sinon elle va congeler. Je vais sortir, ça va être un croustibat. Donc, je suis désolé. Prochaine fois, on va mieux prévoir le coup, justement parce que potentiellement, on va boire un coup. Donc, c'est normal, la famille avant tout, je suis désolé. Elle est romantique. Oh. Je la veux, ma salade chèvre chaude ce soir, ou je la veux pas. Donc, je suis obligé. Je suis progressiste, c'est Sandrine Rousseau qui m'a tout appris. Je suis déconstruit. Je suis une merde, globalement. Donc, non, voilà, désolé les copains, petit contretemps, je suis obligé de filer tout de suite. Demain, on pourra finir un petit peu plus tard, pas de problème. Les copains, voilà, je vous mets le lien de la vidéo dans le chat si vous voulez rattraper. De toute façon, c'est sur YouTube, naturellement. Vous pouvez continuer. On en est très exactement à je sais pas, parce que c'est la première.
Donc ça doit faire 10 minutes, quelque chose comme ça. Donc voilà les copains, merci beaucoup. Désolé pour le petit contretemps. Je vous embrasse. Merci d'avoir été toujours aussi nombreux. Vous le savez, c'est la fiesta, c'est la fiestoche. On se retrouve demain, 17h. On essaiera de commencer peut-être même un petit peu avant. 17h, même heure, même endroit, sur Twitch, en direct. Je vous embrasse. Merci à vous. Prenez soin de vous. Bonne soirée. Vive la rigolade et vive la France.